Bonjour, je continue l'exploration du millésime 2012 dans les Grands Bordeaux, parce qu'en fait on en trouve encore pas mal chez le négoce bordelais, et puis ça fait quand même plusieurs années que les cours sont stables. Le millésime 2012, je vous en ai déjà parlé, il ressemble pas mal à 2014 avec des vendanges tardives sur octobre. Et puis des merlots qui avaient, comment dire, c'était pas une grande année de merlot, ce qui fait que dans les assemblages, le Cabernet Sauvignon, qui est très souvent majoritaire dans la rive gauche, eh bien c'était vraiment atteint 70 voire 80%, alors que le merlot, en contrepartie, ne dépassait pas 10 ou 12%. J'illustre l'affaire avec ce Saint-Julien, Léoville-Barton, deuxième grand cru classé, bien connu évidemment des amateurs de Médoc. Nous sommes donc au cœur du Haut-Médoc, dans des terroirs de très haut niveau. Et derrière ces deux têtes de série que sont Léoville-Lascaz et du cru Beaucaillou, eh bien on a Léoville-Barton qui tient fort bien son rang. La famille Barton est d'origine irlandaise, et aujourd'hui ce sont les enfants de Lilian Barton qui s'occupent du domaine, ou plus exactement c'est Damien qui coiffe les deux domaines, c'est-à-dire Léoville-Barton et en face Langoa Barton. Et sa sœur s'occupe, Mélanie, s'occupe du cru bourgeois sur la commune de Moulis. C'est le château Mauvesin-Barton qui est un rachat relativement récent. Les vins de Moulis sont bien changés par rapport à ma jeunesse, où ils étaient vraiment très légers, et pas chers du tout d'ailleurs. Maintenant, les vins ont quand même gagné en profondeur et en structure, ce qui est une bonne chose, et pas mal de vins se font parler d'eux, derrière le Chaspline, qui reste quand même le plus beau terroir du secteur. Je n'ai pas encore goûté Mauvesin, j'aurai peut-être l'occasion. Parlons donc de Léoville-Barton, qui est bien sûr la fine fleur de la famille Barton, qui par ailleurs est une maison de négoce. C'est une cinquantaine d'hectares, ce qui est une honnête surface pour les grands crus du secteur. Il y a beaucoup plus grand. En 2012, les rendements étaient très faibles, un peu plus de 30 euros, de 30 hecto-hectares bien sûr. Ces vins-là sont quasiment à leur apogée maintenant, donc on va pouvoir se rendre compte de ce que ça vaut aujourd'hui. Parce que, vous savez, avec les primeurs, les Bordeaux sont jugés beaucoup trop vite et font parfois de jolis contresens. Pour parler d'ailleurs rapidement des primeurs 2024 qui ont lieu actuellement, je dirais que les Bordelais ont fait semblant de baisser les prix, à part quelques châteaux qui effectivement en ont rabattu. Dans l'ensemble, on a l'impression que ces grands crus sont absolument déconnectés des réalités. Et après cette dégustation, je vous lirai d'ailleurs des extraits d'un article paru dans Le Monde au mois d'avril et qui interroge quelques personnes importantes de ce milieu-là, et vous verrez qu'ils sont, à mon avis, totalement hors sol. Nous allons donc goûter ce vin en vous rappelant qu'il y a eu des travaux très importants de 2019, à partir de 2019, sur le château, parce que les installations en fait sont à Langoa, à Léoville-Barton, il n'y a que le vignoble. Des installations qui, à mon avis, n'étaient pas du superflu. Mais assez étrangement, ils ont décidé de conserver, c'est des nouvelles cuves, mais de conserver les cuves de fermentation en chêne, ce que je trouve ça assez étonnant. Mais ma foi, ça n'a pas l'air de plomber en quoi que ce soit le vin. Le directeur technique, qui s'appelle François Briand, a supervisé les derniers travaux. Et il l'a fait en liaison avec ce qu'on appelait à une époque les comités d'hygiène et de sécurité. Je vous rappelle que c'est une structure paritaire qui existe dans les entreprises d'une certaine taille et qui ont pour but, si vous voulez, de prévenir les accidents dans les entreprises. Et donc, François Briand a dirigé les travaux dans cet esprit-là, ce qui finalement devrait se faire toujours. En quoi ça consiste ? Pour prendre un exemple un peu bébête, vous avez une grande cuve où il faut intervenir sur le haut, donc il y a une échelle. Alors il faudra que l'échelle ne soit pas trop raide, trop glissante, et qu'il y ait des barreaux. Bon, ça paraît idiot de dire ça, mais c'est pour expliquer que dans un gros projet comme ça d'architecture,
Des fois, on ne pense pas à des choses toutes bêtes, et puis après, c'est trop tard. Donc, nous allons goûter ce Léoville Barton 2012. 2012, il a donc plus de 12 ans, et il doit être à son apogée. Belle robe, profonde, tuilée. Le nez très intense, épanoui. Ce qui est évidemment attendu, mais enfin bon. On oscille entre le cassis, le réglisse. Encore ces petites notes toujours de rose rouge. Petite note épicée, un peu poivrée. Un nez bien concentré. Le vin est très légèrement trouble. Les vins modernes maintenant sont moins filtrés qu'à une époque. C'est une bonne chose. Voilà un vin hautement satisfaisant qui allie concentration et finesse. C'est un peu quand même ce qu'on doit exiger des vins qui atteignent quand même 100 €. En 2012, c'était moins cher. On peut bien sûr le garder, c'est une évidence, mais les tanins sont à leur apogée de finesse. Je vais maintenant vous parler de cet article paru dans Le Monde, et quand même qui est assez étonnant, je trouve. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler. Donc le journaliste interviewe quelques personnages très connus de Bordeaux. Alors, je vous lis ça rapidement. Donc, toujours le même sujet, où en est le marché, est-ce que les vins de Bordeaux plaisent toujours, enfin, etc. Alors, j'ouvre les guillemets. Cette question se l'est posée dès 2005, quand on faisait des vins à 15 degrés, et aujourd'hui nous sommes autour de 13,7. Surtout, nous avons gommé la sensation de lourdeur et de goût boisé grâce à un élevage plus court et moins de bois neuf en cave. Bien. Et ça, c'est Jean-Philippe Masset, le chef de cave de Aubryon, une mission Aubryon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il sait de quoi il parle. Mais moi, quand je dis ça, j'ai envie de dire, mais on disait quoi à l'époque? C'est ça le problème à Bordeaux, c'est qu'on enchaîne les modes, les manières de vinifier, et pour être un peu violent, je dirais, on crache à la figure à ce qui se faisait il y a 20 ou 30 ans. Or, tous ces gens-là ont un certain âge, et donc y étaient déjà. Ensuite, une autre phrase. On a allégé les vins, notamment en augmentant les rendements. Les jus sont plus souples tout en gardant de la structure. Et ça, c'est Vincent Croège, directeur d'exploitation des propriétés Sylvie Audin. Sylvie Audin, c'est notamment le château de la Florie-Péraguet. Donc là, il y a deux manières de voir. Augmenter les rendements, c'est à tous les coups faire baisser la qualité. Mais en fait, si on parle des sauternes, là, on comprend pourquoi. Parce qu'ils rajoutent des baies non botrytisées au jus pour que le taux de sucre soit contrôlé. Donc ça, je mets ça entre parenthèses. Mais augmenter les rendements, là, je ne vois pas trop. À tous les coups, la qualité va prendre un coup. Alors ensuite, ça, une phrase assez étonnante. Si les jeunes pensent moins à boire du Bordeaux, c'est parce que nous sommes victimes de sommeliers découvreurs de merdouilles, dit Florence Catiard. Et Florence Catiard, je vous le rappelle, est la propriétaire de Smith au Lafitte. Bon, ben voilà quoi. Donc en gros, les problèmes de Bordeaux, c'est les sommeliers. C'est quand même une information intéressante. Ensuite, je continue. C'est vrai que Bordeaux a produit des tas d'aubes boisées, mais c'est fini, la plupart de nos vins sont légers, complexes. Signé Édouard Maille, propriétaire de Château Siran, c'est des châteaux dont j'ai déjà fait une vidéo. Donc en gros, on pourrait commenter comme ça en disant, en clair, avant c'était pas moi, j'étais pas là. Et enfin, on va terminer avec Caroline Descoster, qui est la propriétaire de Château Fleur Cardinal à Saint-Émilion, là aussi je vous ai déjà fait une vidéo, dit la nécessité d'expliquer qui est derrière chaque bouteille lors des salons. Elle se réjouit de voir enfin le vignoble se remuer pour raconter différemment Bordeaux. Moi, je lui décerne le premier cru classé de langue de bois. Donc vous voyez, ces gens-là, dans ces grands châteaux, ils sont derrière une belle vitre blindée et ils regardent les autres se débattre dans les problèmes. Je ne vois pas trop où on va aller comme ça. Pour finir, je vous parle rapidement du Médoc et de l'allure qu'il avait autrefois, parce que des fois on croit que les choses ont toujours été comme ça, mais pas du tout. À une époque, l'estuaire de la Gironde avait une allure très différente, était très découpée, y compris du côté de l'Atlantique. Et il y avait des tas d'îlots où vivaient les gens. Ces îlots, il en reste, mais vers la ville de Bordeaux, beaucoup plus au sud.
Et les gens devaient attendre la marée pour rejoindre la terre ferme. Donc ça a duré longtemps. Et ça a commencé à changer après le règne d'Henri IV. Donc nous sommes dans les années 1600 et quelques, XVIIe siècle, où les ingénieurs de l'époque ont commencé à réfléchir à tout ça. Et il y avait un double but, si vous voulez, relier ces îlots à la terre en construisant des digues, et aussi tenter d'assainir le Médoc qui était couvert de marécages avec toutes les maladies que vous imaginez. Donc les travaux se sont évidemment duré des années, vous en doutez, mais ils étaient plombés aussi par une chose, c'est qu'en dehors du fait qu'ils n'avaient pas les moyens d'aujourd'hui, on s'en doute, c'est que la géographie à l'époque était, disons, embryonnaire, c'est-à-dire que les documents dont disposaient ces gens-là étaient souvent faux en termes de distance, etc., ce qui fait qu'il y avait des grosses surprises. Toujours est-il qu'au fil du temps, on a réussi à assécher ces marais et on a pu développer l'agriculture. Quant à la partie sud, qui est la plus intéressante pour les vins, c'était donc déjà ces croupes graveleuses, mais malgré tout, il a fallu drainer avec des tas de petits systèmes de canaux qui existent toujours aujourd'hui et qui améliorent donc l'écoulement des eaux de pluie et qui permet une augmentation qualitative des vins. Voilà, à bientôt.